Imaginez une ville européenne médiévale à l'aube. La fumée s'élève des cheminées des boulangeries tandis que les artisans ouvrent leurs volets. Un marchand consulte son grand livre, calculant les profits des foires de champagne. Dans le château qui surplombe la ville, un scribe trempe sa plume dans l'encre, s'apprêtant à copier un manuscrit sur les propriétés magnétiques. Pendant ce temps, au bain public, les habitants se rassemblent pour leur toilette hebdomadaire, discutant des dernières innovations en matière de technologie des moulins à eau. Ce n'est pas le monde boueux, ignorant et crasseux que l'on vous a décrit à l'école. La réalité de l'Europe médiévale, qui s'étend approximativement du 5e au 15e siècle, était bien plus complexe, propre et innovante que ne le suggèrent les récits victoriens. Pendant des générations, on nous a appris que le Moyen Âge représentait le chapitre le plus sombre de l'humanité, une période de 1000 ans d'ignorance, de brutalité et de stagnation. Pourtant, ce portrait en dit plus sur les préjugés du XIXe siècle que sur la vérité historique. Dans cette vidéo, vous découvrirez 150 faits surprenants sur la vie médiévale qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. Nous révélerons comment les gens du Moyen Âge se lavaient régulièrement et attachèrent de l'importance à la propreté, parfois plus que leurs contemporains des siècles suivants. Vous découvrirez des innovations technologiques qui ont transformé l'existence quotidienne, des horloges mécaniques aux universités, des lunettes aux systèmes bancaires sophistiqués. Nous explorerons les droits nuancés des femmes médiévales, qui pouvaient posséder des biens et gérer des entreprises d'une manière qui pourrait vous surprendre. Bientôt, nous examinerons la médecine médiévale, qui était bien plus avancée que la culture populaire ne le suggère, avec des techniques chirurgicales et une production pharmaceutique qui jetteraient les bases de la pratique moderne. Nous lèverons le voile sur les réalités de la guerre médiévale, de la culture alimentaire, des systèmes de justice et des divertissements. Au cours de ce voyage, nous démantèlerons les mythes tenaces, des croyances en une terre plate aux bûchers de sorcières, des ceintures de chasteté aux vikings, aux casques à cornes. Chaque révélation nous rapprochera de la compréhension de ce qu'impliquait réellement la vie médiévale, étayée par des preuves archéologiques, des chroniques contemporaines et des recherches modernes. Avant de nous plonger dans ce à quoi ressemblait réellement la vie médiévale, nous devons d'abord déblayer les débris de mythes qui obscurcissent notre vision. L'idée selon laquelle les Européens du Moyen Âge croyaient que la Terre était plate est peut-être l'idée fausse la plus tenace sur cette période. En réalité, à de très rares exceptions près, aucune personne instruite de la civilisation occidentale, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ne croyait que la Terre était plate. Les érudits médiévaux savaient parfaitement que notre planète était sphérique, ayant hérité ce savoir de sources grecques et romaines. Alors, d'où vient ce mythe? L'auteur américain Washington Irving l'a inventé dans son ouvrage de 1828, Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb, créant une tension dramatique en affirmant que les contemporains de Colomb craignaient qu'il ne tombe du bord du monde. L'histoire s'est avérée si captivante qu'elle est entrée dans la conscience populaire et a persisté pendant près de 2 siècles. L'historien Jeffrey Burton Russell a minutieusement documenté cette idée fausse inventée. L'étiquette « âge sombre » elle-même est étroitement liée, un terme qui nous en dit plus sur les mentalités victoriennes que sur les réalités médiévales. Au cours de ces siècles, l'Europe a connu d'énormes progrès intellectuels. La Renaissance carolingienne du IXe siècle a vu un épanouissement du savoir, de l'art et de la littérature sous le mécénat de Charlemagne. La Renaissance du XIIe siècle a apporté des avancées encore plus spectaculaires, avec la fondation des universités, la redécouverte des textes classiques et des développements majeurs en philosophie, en sciences et en technologie. Ce ne furent pas des siècles de ténèbres ininterrompus, mais plutôt des périodes de développement progressif et de réalisations remarquables.
Un autre mythe concerne les bûchers de sorcières. Les grands procès en sorcellerie ont eu lieu au XVIe et XVIIe siècle, ce qui les place fermement dans la première période moderne et non au Moyen Âge. Le pic de la persécution des sorcières a eu lieu entre 1560 et 1630, bien après la fin de la période médiévale. À travers l'Europe et l'Amérique britannique, environ 100 000 personnes ont été poursuivies pour sorcellerie entre 1400 et 1775, et entre 40 000 et 60 000 ont été exécutées. Environ 80% étaient des femmes de plus de 40 ans. L'Inquisition médiévale, qui a opéré du XIIe au XVe siècle, se concentrait principalement sur l'hérésie plutôt que sur la sorcellerie. D'autres mythes encore s'avèrent plus faciles à réfuter. Les ceintures de chasteté n'ont en réalité jamais été utilisées au Moyen Âge. Elles sont une invention moderne. Les Vikings n'ont jamais porté de casques à cornes. Cette imagerie a été inventée au XIXe siècle. Le prétendu débat médiéval sur le nombre d'anges pouvant danser sur une tête d'épingle n'a jamais eu lieu. Cette moquerie a été inventée au XVIIe siècle pour ridiculiser les discussions philosophiques antérieures. Chacune de ces idées fausses a été créée ou popularisée au cours des siècles suivants pour dépeindre la période médiévale comme absurde et arriérée. Le démantèlement de ces mythes nous permet de voir le Moyen Âge plus clairement. Peut-être qu'aucun aspect de la vie médiévale n'a été plus profondément déformé que l'hygiène personnelle. Le stéréotype du paysan médiéval crasseux, couvert de saleté et ne se lavant jamais, est profondément ancré dans l'imaginaire populaire. Pourtant, cette image a peu de ressemblance avec la réalité historique. Les gens du Moyen Âge se lavaient régulièrement et considéraient la propreté à la fois comme une nécessité pratique et une marque de civilisation. Étant donné qu'environ 80% de la population effectuait un travail physique, le lavage quotidien était probablement une pratique courante. Les travaux agricoles, la production artisanale et les tâches ménagères généraient tous de la sueur et de la saleté qu'il fallait nettoyer. Les sources contemporaines indiquent clairement que les gens se lavaient couramment les mains et le visage chaque matin, comme une pratique standard. Cette hygiène de base était considérée comme un comportement normal, plutôt que comme une propreté exceptionnelle. Le bain hebdomadaire était la norme attendue pour la plupart des Européens du Moyen Âge. Certains se lavaient même plus fréquemment. Selon le chroniqueur Długosz, le roi Jagellon de Pologne se baignait tous les 3 jours, ce qui était considéré comme quelque peu excessif par ses contemporains. Cette fréquence se compare en fait favorablement aux pratiques de bain des périodes ultérieures. Fait intéressant, les premiers écrivains anglais du Moyen Âge pensaient que les Vikings étaient trop soucieux de leur propreté, parce qu'ils se lavaient une fois par semaine et se peignaient régulièrement les cheveux. Cette observation en dit long sur les attitudes des deux cultures envers l'hygiène et démontre que le bain était suffisamment répandu pour être remarqué lorsqu'il était pratiqué plus intensément. La production de savon a fourni la base de la propreté médiévale. Le savon a été introduit depuis l'Orient et rapidement adopté à travers l'Europe pendant la période médiévale. Ce n'était pas un article de luxe réservé uniquement aux riches. Les paysans fabriquaient régulièrement du savon à la maison en utilisant de la graisse animale et de la cendre de bois pour créer des agents de nettoyage efficaces. Le processus était suffisamment simple pour que la plupart des ménages puissent produire leur propre approvisionnement. La disponibilité de savon abordable signifiait que se laver avec quelque chose de plus efficace que de l'eau seule est devenu une pratique standard dans toutes les classes sociales. Cette accessibilité des outils d'hygiène de base remet en question la notion de saleté médiévale. Les bains publics ont prospéré dans toute l'Europe médiévale en tant qu'institution sociale importante. Au XVe siècle,
les festins au bain étaient devenus aussi courants que les sorties au restaurant le deviendraient 400 ans plus tard. Ces établissements offraient plus que de simples installations de bains. Ils fonctionnaient comme des lieux de rassemblement communautaire où les gens socialisaient, faisaient des affaires et se détendaient après le labeur de la journée. La ville allemande de Nuremberg comptait à elle seule 14 bains publics pour sa population. Des preuves archéologiques à travers l'Europe confirment la présence généralisée de structures de bains dans les villes et les cités. Il ne s'agissait pas d'installations primitives, mais plutôt d'établissements bien aménagés avec des salles séparées, de l'eau chauffée et des préposés pour aider les baigneurs. Le médecin Meinot de Meinery a rédigé des instructions de bain détaillées de plus de 1500 mots, décrivant plus de 57 manières différentes de prendre un bain avec des recommandations spécifiques pour différentes conditions et objectifs. Ce niveau de conseil médical indique que le bain était considéré comme important pour le maintien de la santé, plutôt que d'être perçu comme dangereux ou suspect. Les textes médicaux médiévaux consacraient une attention considérable aux techniques de bain appropriées, à la température de l'eau, au moment opportun et aux bienfaits de la propreté pour la santé. Le contraste avec les périodes ultérieures est frappant et révèle une vérité importante sur le progrès historique. Au XVIe et XVIIe siècle, après la fin de la période médiévale, la fréquence des bains a en fait diminué à travers l'Europe. Les théories médicales développées pendant la Renaissance suggéraient que l'eau ouvrait les pores et permettait aux maladies d'entrer dans le corps. Cela a conduit à une attitude méfiante envers le bain qui aurait semblé étrange aux gens du Moyen Âge. La période médiévale, prétendument arriérée, était en fait une culture du bain d'une manière que l'Europe de la Renaissance et de la première période moderne ne l'était pas. Ce renversement démontre comment le progrès technologique et culturel ne suit pas toujours une ligne droite. La période médiévale a été le témoin d'innovations technologiques extraordinaires qui ont fondamentalement transformé la société européenne. Loin d'être une période de stagnation, ces siècles ont vu le développement d'inventions qui allaient façonner la civilisation humaine pour les siècles à venir. Parmi les inventions les plus révolutionnaires figuraient les horloges mécaniques, qui sont apparues au XIIIe siècle. La première horloge mécanique documentée est apparue dans la cathédrale de Padoue en 1344, représentant un changement fondamental dans la manière dont les humains mesuraient et conceptualisaient le temps. Les méthodes antérieures, comme les cadrans solaires, dépendaient de la lumière du soleil et ne pouvaient pas fonctionner la nuit ou par temps nuageux. Les horloges à eau pouvaient fonctionner quelle que soit la lumière du soleil, mais s'avéraient difficiles à entretenir et manquaient de précision. Les horloges mécaniques, entraînées par des poids et régulées par des mécanismes d'échappement, pouvaient indiquer l'heure quel que soit le temps ou la saison, de jour comme de nuit. Le développement de cette technologie nécessitait une compréhension sophistiquée des engrenages, des poids et des rapports mécaniques. En un siècle, des horloges mécaniques sont apparues dans les églises et les hôtels de ville à travers l'Europe, remodelant les rythmes quotidiens et permettant de nouvelles formes de coordination et de planification dont la vie moderne dépend. Les lunettes sont apparues vers 1286, inventées par un artisan italien inconnu dont le nom a été perdu dans l'histoire. Cette innovation a transformé la vie d'innombrables personnes dont la vision s'était détériorée avec l'âge. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les érudits âgés pouvaient continuer à lire et à écrire malgré une vue défaillante. Les artisans pouvaient prolonger leurs années productives de plusieurs décennies. La technologie s'est rapidement répandue à travers l'Europe, avec des fabricants de lunettes s'établissant comme des artisans reconnus dans les villes et les cités. Les implications allaient bien au-delà de la commodité individuelle. En prolongeant la vie active des personnes instruites, les lunettes ont effectivement multiplié la productivité intellectuelle dans toute la société. Les moines pouvaient continuer à copier des manuscrits jusqu'à un âge avancé. Les administrateurs pouvaient tenir des registres.
Les érudits pouvaient mener des recherches. L'effet cumulatif sur la préservation et la transmission des connaissances s'est avéré immense, bien qu'il soit difficile à quantifier précisément. L'imprimerie a révolutionné la diffusion des connaissances au XVe siècle. Le développement des caractères mobiles par Johannes Gutenberg a transformé la production de livres d'un processus manuel laborieux à un processus mécanique. Avant l'imprimerie, chaque livre devait être copié à la main, nécessitant des mois, voire des années de travail de scribe pour des textes complexes. Une seule Bible pouvait représenter des milliers d'heures de travail. Après l'imprimerie, des copies identiques pouvaient être produites en quelques semaines. La technologie s'est répandue avec une rapidité remarquable à travers l'Europe. En 1500, des presses à imprimer fonctionnaient dans les grandes villes de tout le continent, produisant de tout, des textes religieux à la littérature profane, des traités scientifiques au divertissement populaire. L'imprimerie n'a pas seulement rendu les livres moins chers et plus accessibles. Elle a fondamentalement modifié la manière dont les connaissances circulaient, permettant la diffusion rapide de nouvelles idées et mettant des textes standardisés à la disposition des étudiants et des érudits, qui devaient auparavant se fier à des manuscrits pouvant contenir des erreurs de copie ou des variations. Les universités représentent une autre innovation médiévale cruciale qui continue de façonner notre monde. Les premières universités ont été fondées entre le XIe et le XIIIe siècle, établissant des institutions dédiées à l'enseignement supérieur. Bologne, Paris, Oxford et Cambridge sont apparus comme les premiers centres d'enseignement supérieur, chacune développant des caractères et des spécialisations distincts. En 1500, les universités s'étaient répandues dans toute l'Europe, créant un réseau d'institutions avec des normes communes et des diplômes reconnus. Ces établissements ont développé des programmes d'études systématiques en droit, en médecine, en théologie et dans les arts libéraux. Ils ont favorisé des communautés savantes où les idées pouvaient être débattues et affinées. Maîtres et étudiants se rassemblèrent de toute l'Europe, créant des communautés internationales du savoir. Le modèle universitaire, avec ses diplômes, ses examens et ses hiérarchies académiques, allait perdurer et se répandre dans le monde entier, façonnant l'éducation pour les siècles à venir. Les innovations agricoles ont transformé la production alimentaire et la capacité à soutenir des populations croissantes. La charrue lourde, bien plus efficace que les arères primitifs, a permis la culture des sols riches mais denses du nord de l'Europe, qui étaient auparavant trop difficiles à travailler efficacement. Les moulins à vent verticaux exploitaient l'énergie éolienne pour moudre le grain et d'autres tâches, complétant les moulins à eau dans les régions où l'énergie hydraulique était insuffisante. Le système d'assolement triennal a augmenté les rendements tout en maintenant la fertilité du sol, en permettant aux champs de se régénérer sans les laisser complètement en jachère. Ces technologies, fonctionnant de concert, ont soutenu la croissance démographique et le développement urbain. Les moulins à eau, hérités de l'époque romaine mais grandement améliorés pendant la période médiévale, se sont multipliés dans toute l'Europe. Au moment de l'enquête du Domesday Book, en 1086, l'Angleterre seule comptait plus de 6000 moulins à eau. Ces structures moulaient le grain, foulaient le drap et alimentaient divers processus industriels, représentant une source importante d'énergie mécanique. Des contributions scientifiques ont émergé dans de multiples domaines pendant la période médiévale. Au XIIIe siècle, Pierre de Maricourt a écrit « Epistola de Magnete », le premier traité systématique sur les propriétés des aimants. Cet ouvrage décrivait en détail les pôles magnétiques, la construction de la boussole et l'attraction magnétique, en se basant sur une observation et une expérimentation minutieuse plutôt que sur de simples spéculations. Les grandes cathédrales gothiques démontraient une compréhension sophistiquée des forces, des poids et de la stabilité structurelle, acquise grâce à une expérience pratique accumulée
et à des calculs mathématiques. La poudre à canon a atteint l'Europe au XIIIe siècle, après avoir été découverte par des moines chinois au IXe siècle. La substance est arrivée par l'intermédiaire de marchands et de croisés qui l'ont rencontrée dans le monde islamique. Initialement utilisée pour la pyrotechnie et la signalisation, la poudre à canon a progressivement transformé la guerre à mesure que ses applications militaires sont devenues apparentes. À la fin de la période médiévale, les canons et les armes à feu changeaient la guerre de siège et les tactiques de champ de bataille, bien qu'ils ne remplaceraient pas entièrement les armes traditionnelles avant les siècles suivants. L'astrolabe, un instrument astronomique sophistiqué, est apparu dans l'Europe médiévale, les premiers exemples ayant été trouvés en Espagne morts au cours du XIIe siècle. Ces appareils permettaient de déterminer la latitude, de mesurer le temps et de faire des observations astronomiques, s'avérant inestimables tant pour la navigation que pour l'étude scientifique. Les grues à roues de carrier permettaient de soulever des pierres plus lourdes et plus haut que les méthodes précédentes, rendant possible la construction de structures de plus en plus ambitieuses. Des techniques d'échafaudage améliorées et des méthodes de taille de pierre sophistiquées ont permis aux bâtisseurs médiévaux d'atteindre des résultats qui impressionnent encore les ingénieurs modernes. La position juridique et sociale des femmes dans l'Europe médiévale présente un tableau complexe. Les femmes mariées occupaient une position juridique particulièrement contrainte. La doctrine de la couverture stipulait que le mari et la femme formaient une seule personne juridique, le mari représentant les deux. Au mariage, les biens d'une femme devenaient automatiquement ceux de son mari. La loi sur la propriété des femmes mariées n'a été adoptée qu'en 1870. Pourtant, les femmes célibataires et les veuves possédaient des droits juridiques nettement plus étendus. Les femmes célibataires et les veuves pouvaient acheter et vendre des terres de manière indépendante. Entre 10 et 14% des propriétaires terriens anglais étaient des femmes. Fait encore plus frappant, 54% des transactions immobilières impliquaient des femmes agissant soit de manière indépendante, soit conjointement avec des parents masculins. Les possibilités d'éducation pour les femmes variaient considérablement selon la classe et la région. Les couvents et les monastères offraient d'importantes voies éducatives pour certaines femmes. Les femmes de l'élite issues de familles nobles recevaient souvent une éducation par le biais de tuteurs privés. Dans les empires byzantins et bulgares, la majorité des femmes étaient bien éduquées, jouissant d'un statut plus élevé que leurs homologues d'Europe occidentale. Les abbesses de couvent détenaient une autorité considérable, gérant des opérations commerciales complexes, des finances et des biens immobiliers. Certaines abbesses exerçaient une influence s'étendant au-delà de leur couvent, conseillant les nobles et participant aux affaires politiques. La guerre médiévale ressemble peu à des armées s'affrontant constamment. L'un des faits les plus surprenants est la rareté des batailles rangées, en particulier aux XIe et XIIe siècles. La guerre se concentrait principalement sur les sièges et les raids, plutôt que sur de grandes batailles en ordre de bataille. Les défis économiques et logistiques rendaient les campagnes prolongées difficiles. L'obligation militaire féodale exigeait des vassaux qu'ils fournissent un service pour des périodes limitées seulement, généralement 40 jours par an. D'un point de vue stratégique, prendre des positions fortifiées s'avérait plus précieux que de rechercher une victoire incertaine sur le champ de bataille. Lorsque des batailles avaient lieu, l'infanterie jouait un rôle bien plus important que ne le suggère l'image de la domination des chevaliers montés. La bataille des Éperons d'Or en 1302 l'a démontré de manière spectaculaire. Des fantassins flamands ont vaincu une armée de chevaliers français, remettant en question les préjugés aristocratiques sur la suprématie de la cavalerie. L'arc long est devenu une arme clé de l'arsenal militaire anglais. L'arbalète pouvait percer une cotte de mailles à 50 yards et restait mortelle pour les adversaires sans armure à 100 yards. Fait crucial,
L'arbalète nécessitait beaucoup moins d'entraînement que l'arc long. La guerre de siège dominait les opérations militaires et stimulait l'innovation technologique. Les catapultes utilisaient la tension ou la torsion pour lancer des projectiles, tandis que les trébuchets et les mangonneaux employaient des contrepoids. Le succès des sièges dépendait souvent autant du minage des murs, de l'affamement des défenseurs ou de la négociation de la reddition que du bombardement. Les croisades ont introduit de nouvelles dimensions à la guerre médiévale. La première croisade a été lancée en 1096 dans le but de reprendre Jérusalem. La rhétorique du pape Urbain II en 1095 a inspiré des milliers de personnes. Les Templiers sont devenus l'ordre croisé le plus célèbre. Leur manteau blanc à croix rouge symbolisait leur dévouement au Christ et au service militaire. Leur chute spectaculaire est survenue lorsque le roi Philippe IV de France a arrêté de nombreux membres, les a torturés pour obtenir de faux aveux et les a brûlés sur le bûcher. Le pape Clément V a dissous l'ordre en 1312. Les hospitaliers se sont initialement concentrés sur le soin des pèlerins malades vers 1080, mais ont évolué pour devenir un ordre militaire redoutable. Saladin a mis des primes sur les hospitaliers capturés, les reconnaissant comme des adversaires particulièrement dangereux. Le régime alimentaire médiéval variait considérablement selon la classe sociale. Pour les paysans, les repas étaient centrés sur du pain noir à base de seigle ou d'orge. Le potage, une soupe ou un ragoût épais à base de céréales et de légumes, figuraient à la plupart des repas. Les légumineuses fournissaient des protéines essentielles, pois chiches, fèves et pois des champs. Parfois, du fromage, des œufs ou de la bière complétaient le régime de base. La viande apparaissait rarement, sauf pour les occasions spéciales. Les baies, les noix et le miel des bois constituaient les seuls aliments sucrés. Le régime alimentaire des nobles ressemblait peu à celui des paysans. Une gamme de viandes apparaissait régulièrement. Venaison, bœuf, porc, chèvre, agneau, mouton, héron et diverses volailles. Lors des grands festins, des viandes exotiques démontraient la richesse. Des ponts servis dans leur plumage, des phoques, des marsouins et même des baleines. Les épices importées proclamaient la prospérité de l'hôte. Cannelle, clous de girofle, safran et gingembre. Tandis que les paysans mangeaient du pain noir grossier, les nobles consommaient du pain de blé blanc fin. Les grandes maisonnées nobles employaient un personnel de cuisine nombreux. Les plus grandes cours pouvaient compter des centaines de travailleurs en cuisine. Panettiers, boulangers, gaufriers, sauciers, garde-manger, bouchers, écuyers tranchants et de nombreux assistants. La nourriture pouvait servir de spectacle lors des festins aristocratiques. Les chefs étaient fiers de déguiser la nourriture pour qu'elle ressemble à autre chose. Une tourte à la viande pouvait être façonnée pour ressembler à un fruit. Un paon rôti pouvait être rhabillé de ses plumes. L'observance religieuse façonnait profondément les habitudes alimentaires. Les vendredis exigeaient le jeûne, c'est-à-dire l'abstinence de viande. Dans les périodes antérieures, les mercredis et samedis comptaient également comme jours de jeûne. Pour les nobles, les jours de jeûne nécessitaient des ajustements de menu importants. Le poisson remplaçait la viande. Des nobles astucieux trouvaient des échappatoires. Le lait d'amande remplaçait le lait animal les jours de jeûne, et des cuisiniers industrieux créaient de faux œufs en remplissant de vraies coquilles d'œufs avec des mélanges de lait d'amande. La médecine médiévale combinait les connaissances héritées des sources classiques, l'expérience pratique, les remèdes à base de plantes et les pratiques de guérison religieuse. Le concept de l'hôpital est né au Moyen-Orient, avec des exemples précoces à Jérusalem, Constantinople et Antioche. Les hôpitaux médiévaux européens fonctionnaient de manière quelque peu différente, opérant davantage comme des hospices qui abritaient non seulement les malades, mais aussi les pauvres, les pèlerins, les voyageurs,
les orphelins et les malades mentaux. Une hiérarchie claire structurait la profession médicale. Au sommet se trouvaient les médecins formés à l'université. En dessous d'eux venaient les chirurgiens instruits, les chirurgiens formés par l'artisanat, les barbiers chirurgiens, les spécialistes itinérants, les empiriques, les sages-femmes et le clergé. Le diagnostic impliquait l'observation, la palpation, la prise du pouls et l'examen des urines. Les techniques chirurgicales ont atteint une sophistication remarquable. Entre 1250 et 1265, Théodoric de Borgognoni a produit un traité de chirurgie en 4 volumes. Il préconisait des formes précoces de pratiques antiseptiques, recommandant que les plaies soient maintenues propres. Les chirurgiens médiévaux pratiquaient l'anesthésie chirurgicale en utilisant des mélanges d'opiacés et d'herbes. Les procédures chirurgicales comprenaient les amputations, la cautérisation, l'extraction de la cataracte, les extractions dentaires et la trépanation. Les barbiers chirurgiens ont acquis une vaste expérience sur les champs de bataille en retirant des pointes de flèches, en réduisant des fractures et en traitant des blessures traumatiques. Le vin était couramment versé sur les plaies, offrant un certain bénéfice antiseptique. La phytothérapie constituait une pierre angulaire de la pratique médicale médiévale. Les jardins d'herbes des monastères cultivaient des plantes aux propriétés thérapeutiques. Pour les maux de tête et les douleurs articulaires, les praticiens prescrivaient de la rose, de la lavande, de la sauge et du foin. Les preuves archéologiques confirment la sophistication de la pratique médicale médiévale. Des fouilles à l'hôpital St. Mary Magdalene de Reading ont révélé des plaques en alliage de cuivre qui avaient été utilisées pour serrer un bras infecté, avec des restes d'un cataplasme de feuilles de patience encore préservées. St. Mary Hospital à Londres a fourni des découvertes encore plus spectaculaires. 3 ateliers dédiés à la distillation ont été excavés, complets avec des équipements de distillation spécialisés en verre et en céramique. L'analyse chimique des résidus a révélé la présence de mercure, de plomb, de fer, d'arsenic et de cuivre, indiquant une production pharmaceutique utilisant des substances minérales. La formation d'un chevalier médiéval commençait dès l'enfance. Les garçons destinés à la chevalerie étaient préparés dès leurs plus jeunes années. Au début de leur adolescence, ils portaient une armure, apprenaient à monter à cheval tout en maniant la lance, l'épée et le bouclier, et s'entraînaient constamment. Les méthodes d'entraînement comprenaient la quintaine, une cible rotative montée sur un poteau qui pivotait pour frapper un cavalier maladroit, et la joute aux anneaux, qui développait la précision. Les tournois sont devenus des événements publics majeurs combinant entraînement militaire et spectacle social. Ces rassemblements comprenaient des joutes, des mêlées et des combats à l'épée. Courant du XIIe au XVIe siècle, les tournois servaient à de multiples fins. Pratiques militaires, divertissement, réseautage social et construction de la réputation. La joute représentait l'événement le plus emblématique des tournois. 2 chevaliers en armure, montés sur des chevaux, chargeaient l'un vers l'autre au grand galop, lance pointée. Le but était de frapper l'adversaire et de le désarçonner. Malgré les règles de sécurité qui se sont développées au fil du temps, les blessures et les décès sont restés courants. Le roi Henri II de France est mort de blessures de joute en 1559 lorsqu'un éclat de lance a pénétré sa visière. L'armure de tournoi démontrait que l'équipement militaire fonctionnel pouvait aussi servir d'œuvre d'art. Ces armures combinaient une efficacité protectrice avec une beauté stupéfiante. Filigrane d'or, motifs complexes et surface polie jusqu'à un éclat brillant. Le code chevaleresque qui régissait la conduite des chevaliers mettait l'accent sur l'honneur gagné par des actes de bravoure publique. Les chevaliers cherchaient à se battre contre des forces défavorables, car surmonter les défis apportait un plus grand honneur que des victoires faciles.
La construction d'un château médiéval représentait l'une des entreprises les plus ambitieuses de l'époque, nécessitant des années de travail et des connaissances en ingénierie sophistiquées. Les constructeurs utilisaient des matériaux locaux, pierre, bois et parfois briques. La préparation du site impliquait le nivellement du sol et l'excavation des tranchées de fondation. De grosses pierres ou des pieux en bois assuraient la stabilité des fondations. L'extraction et le travail de la pierre nécessitaient une expertise spécialisée. Les carriers apprenaient à lire une paroi rocheuse, identifiant les lignes de fracture naturelles. Ils perçaient une ligne de trou le long de ses plans, puis enfonçaient des coins dans les angles, créant des ondes de choc qui faisaient casser la pierre le long de lignes prévisibles. Les tailleurs de pierre cisaillaient ensuite la pierre brute en blocs réguliers. Des grues à roues de carrier actionnées par l'homme soulevaient les pierres finies jusqu'aux échafaudages à des hauteurs croissantes. La conception architecturale a considérablement évolué pendant la période médiévale. Les premiers châteaux comportaient souvent une motte, un monticule de terre en forme de cône avec un donjon en bois au sommet. Au fil du temps, à mesure que les mottes de terre se tassaient, la pierre a progressivement remplacé le bois. L'arc brisé représentait peut-être l'avancée architecturale la plus révolutionnaire. Contrairement aux arcs en plein cintre romain, les arcs brisés répartissaient le poids plus efficacement, permettant aux murs d'être plus minces et aux fenêtres d'être plus grandes. Cette innovation a rendu possible les hauteurs vertigineuses et les intérieurs lumineux des cathédrales gothiques. Les délais de construction variaient en fonction de l'échelle et des ressources. Des fortifications plus petites pouvaient être achevées en quelques années, tandis que les plus grands châteaux nécessitaient des décennies. Le projet du château de Guédelon, commencé en France en 1998, offre des perspectives remarquables. Cette expérience n'utilise que des outils, des matériaux et des méthodes authentiques du XIIIe siècle pour construire un château. Après plus de 2 décennies de travail, le château reste inachevé, illustrant de manière spectaculaire la nature chronophage de la construction médiévale. L'Europe médiévale participait à de vastes réseaux commerciaux. La route de la soie continuait d'acheminer des marchandises d'Asie. La mer Méditerranée reliait l'Europe, l'Empire byzantin et le monde islamique. La Ligue hanséatique a émergé entre 1200 et 1500 comme la force dominante du commerce de la mer Baltique et de la mer du Nord. Les régions du nord de l'Europe exportaient des fourrures, des draps de laine, de l'étain, du chanvre et du miel. De l'Est venaient les soies, le sucre, les épices, les tissus fins et les épées de haute qualité. Les guildes de marchands se sont transformées de simples associations en puissances économiques. Ces organisations obtenaient des arrangements favorables concernant les contrôles tarifaires et les garanties de sauf-conduit. La Ligue hanséatique représentait la plus réussie de ces alliances commerciales. À son apogée, la Ligue comprenait plus de 170 villes. Les membres échangeaient du bois, du poisson et des céréales. Les marchés et les foires fournissaient une infrastructure essentielle pour l'échange commercial. Même les petites communautés tenaient des marchés hebdomadaires. Les foires de Champagne en France sont devenues particulièrement célèbres, attirant des commerçants de toute l'Europe. Ces grands rassemblements duraient des semaines, pendant lesquels les marchands échangeaient des marchandises, diffusaient des informations et développaient des réseaux commerciaux. La transformation économique s'est accélérée après le IXe siècle. L'amélioration des technologies de transport, les innovations bancaires et le développement du nord de l'Europe ont intégré de nouvelles régions dans le commerce actif. Les villes et les cités se sont développées en tant que centres commerciaux. Une économie monétaire a progressivement émergé. Après 1100, les ateliers monétaires ont produit des quantités croissantes de pièces, y compris des dénominations de moindre valeur
qui permettait aux gens ordinaires de participer au marché monétisé. Le denier d'argent est devenu la pièce la plus répandue en Europe médiévale. Le roi Offa de Mercie a introduit cette dénomination au 8e siècle. Au cours du 9e siècle, la monnaie a gagné en popularité en tant que moyen d'échange standardisé. Les pièces d'or sont revenues à un usage à grande échelle au XIIIe siècle. Florence a frappé le florin en 1252. Venise a suivi en 1284 avec le ducat. Ces pièces d'or facilitaient le commerce à longue distance. L'expansion de la masse monétaire s'est avérée spectaculaire. À la fin du XIIe siècle en Angleterre, environ 250 000 livres sterling circulaient. En 1313, entre 1 500 000 et 2 millions de livres circulaient, soit l'équivalent de peut-être 290 millions de pièces individuelles. Des innovations bancaires ont émergé pour répondre aux besoins du commerce à longue distance. Les lettres de change représentaient une avancée majeure. Ces instruments promettaient un paiement à une date ultérieure dans une autre ville et potentiellement dans une autre devise. La monnaie de banque impliquait des dépôts enregistrés dans les grands livres des banques. Les titulaires de comptes pouvaient transférer des fonds entre comptes sans déplacer physiquement les pièces. Les changeurs sont apparus dans les centres commerciaux où se rencontraient des marchands de différentes régions. Ces spécialistes, appelés bancheri, de bancus, signifiant table, échangeaient différentes devises et évaluaient les pièces pour leur teneur en métal précieux. Au fil du temps, les changeurs ont étendu leurs services pour inclure la tenue de dépôt, l'octroi de prêts et la facilitation des transferts. La dévaluation représentait un problème récurrent. Les dirigeants réduisaient régulièrement la teneur en métal précieux des pièces tout en maintenant leur valeur nominale. Cette pratique permettait aux rois et aux princes de financer les guerres, mais entraînait l'inflation et une baisse de la confiance. La justice médiévale fonctionnait à travers un système complexe de tribunaux qui se chevauchaient. Les tribunaux de comté traitaient les affaires affectant le comté. Les tribunaux de village réglaient les différends locaux. Les cours seigneuriales traitaient les questions entre seigneurs et tenanciers. Les tribunaux ecclésiastiques jugeaient les crimes moraux comme l'adultère et l'hérésie. La cour du roi traitait les affaires affectant les intérêts royaux. Le jugement par l'ordalie représentait l'une des caractéristiques les plus distinctives de la justice médiévale. Basé sur le concept de judicium Dei, ou jugement de Dieu, ces procédures supposaient que l'intervention divine révélerait la vérité. L'ordalie par le feu exigeait que l'accusé porte une barre de fer chauffée au rouge. La main était ensuite bandée. Après 3 jours, les officiels vérifiaient la blessure. Si elle guérissait proprement, Dieu avait indiqué l'innocence. L'ordalie par l'eau consistait à ligoter l'accusé et à le jeter dans de l'eau bénite. Si la personne flottait, l'eau bénite rejetait le coupable. Le duel judiciaire permettait à l'accusé et à l'accusateur de se battre, souvent jusqu'à la mort. Ces pratiques ont pris fin en 1215, lorsque le 4e concile du Latran a interdit au clergé d'y participer. Le développement du procès avec jury a représenté une étape majeure vers une justice plus rationnelle. Le roi Henri II, qui a régné de 1154 à 1189, a activement encouragé ce système. Le système de jury réunissait un juge et 12 jurés choisis parmi des citoyens locaux dignes. Fait intéressant, la plupart des accusés étaient en fait acquittés sous ce système, ce qui suggère que les jurys médiévaux prenaient leurs responsabilités au sérieux. Les peines pour les condamnés tendaient à être physiques plutôt que privatives de liberté. Le fouet, le marquage au fer rouge et la mutilation punissaient le vol. La peine capitale était réservée au meurtre, à la trahison et à la sorcellerie. La pendaison était la méthode d'exécution la plus courante. La décapitation était généralement réservée à la noblesse,
le bûcher punissait l'hérésie et la sorcellerie. Entre 1346 et 1353, la peste noire a déferlé sur l'Europe dans l'une des pandémies les plus catastrophiques de l'histoire. Cette peste a tué environ 50 millions de personnes, éliminant peut-être la moitié de la population européenne du XIVe siècle. La population européenne a mis environ 200 ans à retrouver ses niveaux d'avant la peste. La maladie était causée par la bactérie Yersinia pestis. La peste se propageait par de multiples voies. Les puces portées par les rats transmettaient la forme bubonique. La forme pneumonique se propageait par l'air. La forme septicémique infectait la circulation sanguine. Les trois types de peste ont probablement circulé simultanément. Des bouleversements politiques et religieux ont suivi dans le sillage de la peste. Comme les prières ne parvenaient pas à arrêter la maladie, les gens ont commencé à remettre en question l'autorité religieuse établie. Les dynamiques de pouvoir des fiefs et des cités-États se sont effondrées à mesure que les familles dirigeantes mouraient. Les transformations économiques se sont avérées spectaculaires. Le nombre massif de décès a créé une pénurie de main-d'œuvre, modifiant fondamentalement la position de négociation des survivants. Les taux de salaire ont augmenté de façon spectaculaire, alors que les employeurs se disputaient les rares travailleurs. Ces changements économiques ont déstabilisé la féodalité. Les serfs ont commencé à exiger des salaires pour leur travail. Certains ont simplement quitté les terres seigneuriales pour chercher de meilleures opportunités. Les demandes pour mettre fin au servage se sont intensifiées. Certaines régions ont connu des rébellions contre l'autorité traditionnelle, y compris la révolte des paysans anglais de 1381. Plusieurs milliers de Juifs ont été massacrés entre 1348 et 1349, accusés d'avoir causé la maladie. Des théories circulaient selon lesquelles les Juifs avaient empoisonné les puits. Des communautés juives entières ont été détruites. La peste noire a fondamentalement remodelé la société européenne, accélérant les changements déjà en cours et créant les conditions de la transition éventuelle de la société médiévale à la société du début de l'ère moderne. Les manuscrits enluminés représentent certaines des réalisations artistiques les plus éblouissantes de la période médiévale. Ces livres manuscrits étaient décorés de feuilles d'or, d'argent et de couleurs riches qui faisaient scintiller les pages. Des artistes talentueux ajoutaient des fioritures élaborées, des bordures complexes et des illustrations miniatures. Les scribes écrivaient sur du vélin, fait de peau de veau, ou du parchemin, fait de peau de mouton ou de chèvre. Les peaux devaient être nettoyées, étirées, grattées et blanchies à la craie. Les scribes écrivaient avec des plumes d'oie ou de cygne. Les artistes appliquaient de petites et délicates feuilles d'or ou d'argent à l'aide de colle humide, puis les polissaient avec une pierre lisse ou une dent de chien. Au début du Moyen Âge, les moines étaient les seuls créateurs de livres. Les monastères entretenaient des scriptoria où les scribes copiaient les textes. Après le XIIe siècle, l'essor des universités et de la classe moyenne a créé une demande accrue de livres. La production de livres est devenue une activité rentable. Le livre de Kells, conservé au Trinity College de Dublin, présente des décorations exquises créées par des moines irlandais vers l'an 800 de notre ère. Les très riches heures du duc de Berry, créées au début du XVe siècle, ont été surnommées la Joconde des manuscrits. Les taux d'alphabétisation ont considérablement augmenté. En 1500, probablement plus de la moitié de la population anglaise savait lire, mais pas nécessairement écrire. La lecture et l'écriture représentaient des compétences distinctes. La lecture était enseignée avant l'écriture. Les femmes, qui recevaient rarement une éducation grammaticale en latin, manquaient par conséquent l'instruction de l'écriture. En 1500, il est possible que seulement 1% des femmes sachent écrire.
Le rôle des scribes monastiques est resté central du 5e au 9e siècle. Les moines consacrèrent leur vie à la prière, au culte et à la copie de manuscrits. Ce travail a préservé les connaissances classiques et chrétiennes à travers des temps tumultueux. Au XIIIe siècle, près de la moitié des plus hautes fonctions de l'Église étaient occupées par des maîtres diplômés de l'université, ce qui représente un virage majeur vers le creudentialisme et l'éducation professionnelle. La féodalité a structuré la société européenne médiévale environ du IXe au XVe siècle. Ce système organisait les relations sociales autour d'obligations mutuelles. À la base, la féodalité impliquait l'octroi de terres en échange de services ou de travail. La hiérarchie féodale formait une pyramide claire. Au sommet se trouvait le roi, qui possédait théoriquement toutes les terres. Le roi divisait des portions substantielles entre les barons et les nobles, qui recevaient de vastes territoires appelés fiefs. En échange, il devait au roi loyauté et service militaire. Les barons, à leur tour, divisaient leurs terres entre des nobles de rang inférieur et des chevaliers. À la base de la pyramide se trouvaient les serfs et les paysans, la plus grande classe sociale liée à la terre. Le système de vasselage formalisait ces relations. Un vassal prêtait serment de fidélité à un seigneur, promettant un service militaire. En échange, le vassal recevait un fief dont les revenus le faisaient vivre. La sécurité d'une aide militaire fiable représentait le but principal de la relation féodale. Le système seigneurial fonctionnait comme la dimension économique de la féodalité. Ce système comprenait un grand manoir fortifié ou un château entouré de terres agricoles. Une population de laboureurs et de serfs travaillait ces champs environnants. Le manoir fonctionnait comme une unité économique largement autosuffisante. La vie des serfs impliquait un travail pénible et des possibilités d'avancement limitées. Les serfs étaient tenus de travailler la terre du seigneur un certain nombre de jours par semaine. En échange, ils avaient droit à la protection du seigneur et au droit de cultiver certains champs pour leur propre subsistance. Les serfs n'étaient pas légalement des esclaves, mais leur liberté était sévèrement restreinte. L'ascension sociale restait presque impossible. Ce système s'est perpétué de génération en génération, créant un ordre social stable mais rigide qui ne commencerait à s'effriter qu'après des catastrophes comme la peste noire. Les gens du Moyen Âge profitaient de divertissements variés. La musique était une forme centrale de divertissement. Des artistes itinérants, connus sous le nom de ménestrels ou de troubadours, voyageaient de village en village, apportant des nouvelles et interprétant des chansons. Les musiciens jouaient de la harpe, de la flûte, du cor, de la vielle à roue, du psalterion, de la flûte à bec, du violon, du luth, de la cornemuse, du tambour et du tambourin. Les jeux variaient selon la classe sociale, mais offraient un divertissement à toute la société. La noblesse appréciait les échecs qui sont arrivés en Europe depuis la Perse au IXe siècle. Le jeu de dés, Colin-Maillard, les dames, les courses de chevaux et les cartes à jouer divertissaient tous les nobles. Les villageois jouaient à Colin-Maillard, aux barres et aux quilles. Des versions anciennes du football, du soccer, du cricket, du bowling et du golf sont apparues à l'époque médiévale. Les sports et les activités physiques offraient à la fois un divertissement et le développement de compétences pratiques. Le tir à l'arc servait à des fins militaires, mais fonctionnait aussi comme un sport. La joute était à la fois un entraînement martial et un spectacle. Les matchs de lutte démontraient la prouesse. Les sports des classes inférieures tendaient à être rudes. Des jeux semblables au football impliquaient des villages entiers avec peu de règles et une violence considérable. Les festivals offraient des pauses dans le travail de routine. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas de concept de jours de vacances,
mais de nombreuses fêtes religieuses ponctuaient le calendrier. Les jours de fête, le travail cessait et les communautés célébraient. Les foires combinaient commerce et divertissement. Après les repas, ménestrels, troubadours, bouffons, acrobates, cracheurs de feu et prestidigitateurs se produisaient. Les représentations religieuses prenaient la forme de mystères et de moralités. Ces productions théâtrales étaient mises en scène dans les églises ou sur les places des villes. Les mystères dépeignaient des histoires bibliques. Les moralités mettaient en scène des personnages allégoriques représentant les vertus et les vices, enseignant des leçons de morale par le drame. L'enfance médiévale était façonnée par des taux de mortalité élevés. Les estimations suggèrent que 25% des enfants mouraient dans leur première année de vie. 12,5% supplémentaires mouraient entre 1 et 4 ans. Au total, environ 30% des bébés mouraient avant leur premier anniversaire, et 20% de plus ne survivaient pas jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve que ces taux de mortalité élevés diminuaient l'affection parentale. Les sources historiques révèlent un intérêt des adultes pour les enfants tout au long du Moyen Âge. Les penseurs médiévaux divisaient la petite enfance en étapes distinctes. La petite enfance, de la naissance à 7 ans, était comprise comme une période de croissance physique. L'enfance, de 7 à 14 ans, était considérée comme une période de jeu. L'adolescence commençait à 14 ans. Les filles étaient légalement considérées comme des adultes à 12 ans, les garçons à 14 ans. Le travail commençait tôt pour les enfants de toutes les classes sociales. À l'âge de 7 ans, on attendait d'eux des responsabilités semblables à celles des adultes. Les enfants nobles étaient préparés à des rôles de direction, recevant une éducation en lecture, écriture, langue, étiquette et entraînement martial. Les enfants de paysans commençaient à travailler avec leur famille à un jeune âge, cultiver la nourriture, élever du bétail et diverses tâches ménagères. Le jeu et les jouets existaient même au milieu de ces responsabilités. Les garçons jouaient avec des épées en bois, des chevaliers miniatures et de petits chevaux. Les filles avaient des poupées faites d'argile ou de chutes de tissu. D'autres jouets comprenaient des sifflets, des tambours, des balles, des billes, des dés et des toupies. L'éducation dépendait entièrement du statut social. Les enfants de village recevaient peu d'éducation formelle, apprenant plutôt des compétences pratiques de leurs parents ou de maîtres artisans. L'Église jouait un rôle important dans l'éducation qui existait. Au début du XIVe siècle, des écoles ont commencé à ouvrir dans certains villages. Les enfants de l'élite avaient accès à une éducation beaucoup plus étendue grâce à des tuteurs, des écoles cathédrales ou les premières universités. Les gens du Moyen Âge habitaient un monde qui semblait fondamentalement magique. Avec une compréhension scientifique limitée et une profonde dépendance à la foi, la frontière entre le naturel et le surnaturel semblait perméable. On croyait largement que les anges, les démons, les fées et les sorcières étaient des entités réelles. La pensée médiévale distinguait différents types de magie. La basse magie englobait la connaissance des herbes, la divination et les applications pratiques utilisées par les gens du commun. La haute magie impliquait la nécromancie savante, l'invocation de démons et l'alchimie. Saint Augustin a déclaré que les actes magiques et les superstitions étaient des signaux pour les démons. Cependant, certains théoriciens distinguaient la magie naturelle, qui impliquait l'utilisation des propriétés cachées de la création de Dieu, de la magie démoniaque. L'alchimie occupait une position ambiguë entre la magie et la science. Les alchimistes cherchaient à transformer les métaux vils en or et à découvrir le secret de l'immortalité. La pratique alchimique a joué un rôle crucial dans le développement de la chimie moderne.
L'astrologie commandait d'énormes corpus de connaissances savantes. Les personnes instruites consultaient les cartes astrologiques pour déterminer le moment propice pour des activités importantes. Les superstitions courantes imprégnaient la vie quotidienne. La coutume de dire « à vos souhaits » après que quelqu'un éternue provenait de la croyance que l'éternuement donnait à Satan l'occasion d'entrer dans le corps. On croyait que les fers à cheval éloignaient les mauvais esprits parce qu'ils étaient en fer, un matériau que l'on pensait avoir des propriétés protectrices. La peur des changelins, l'idée que les fées pouvaient voler les enfants humains et les remplacer par des êtres surnaturels, hantait les parents. Les présages étaient un élément de base de la superstition médiévale. Les gens lisaient le monde comme un texte de signes nécessitant une interprétation. Rencontrer un âne lors d'un voyage signifiait la malchance. Le tonnerre en janvier signifiait des vents forts, des récoltes abondantes et beaucoup de sang versé dans l'année à venir. L'Église s'est continuellement opposée aux pratiques superstitieuses et magiques, les condamnant comme des vestiges païens ou des hérésies. Cependant, ces efforts n'ont eu qu'un succès limité, car les pratiques restaient profondément ancrées dans les communautés rurales. L'Inquisition médiévale a émergé au XIIe siècle comme une réponse institutionnelle à l'hérésie. Commençant dans le royaume de France, particulièrement dirigé contre les Cathares et les Vaudois, ce système de tribunaux ecclésiastiques visait à identifier, interroger et punir ceux qui s'écartaient de l'orthodoxie catholique. Opérant du XIIe au milieu du XVe siècle, l'Inquisition ciblait l'hérésie, l'apostasie et le blasphème, employant la violence, l'isolement et la torture pour extorquer des aveux. La persécution des cathares a démontré la brutalité de l'Inquisition. Le catharisme, une hérésie chrétienne dualiste particulièrement forte dans le sud de la France, rejetait le monde matériel comme étant le mal. La croisade des Albigeois, lancée entre 1209 et 1229, représentait une campagne militaire spécifiquement dirigée contre le catharisme. Cette croisade a tué plusieurs milliers de personnes, y compris des hommes, des femmes et des enfants. Notamment, certaines victimes étaient en fait des catholiques. Une distinction importante doit être soulignée. L'Inquisition médiévale se concentrait principalement sur l'hérésie plutôt que sur la sorcellerie, comme expliqué précédemment. Les méthodes inquisitoriales se sont avérées systématiquement coercitives. Les hérétiques accusés faisaient face à un interrogatoire par des inquisiteurs formés, généralement des frères dominicains ou franciscains. L'accusé pouvait être emprisonné pendant des mois pendant l'enquête. La torture pouvait être employée pour extorquer des aveux. Les condamnés encouraient des peines allant des pénitences et des pèlerinages, en passant par la confiscation des biens et l'emprisonnement, jusqu'à l'exécution par le feu. Le spectacle de ces châtiments était destiné à dissuader les autres de s'écarter de la croyance orthodoxe. Notre voyage à travers ces 150 faits révèle un monde médiéval bien plus nuancé, sophistiqué et surprenant que ne le suggèrent les stéréotypes de l'ère victorienne. Les gens du Moyen Âge étaient plus propres qu'on ne le suppose généralement, se baignant régulièrement et produisant du savon chez eux. Ils étaient plus innovants que ne le suggère l'étiquette des âges sombres, inventant les horloges mécaniques, les lunettes et les universités, tout en faisant progresser la chirurgie, l'architecture et l'agriculture. Leur système juridique montrait de la complexité et une miséricorde occasionnelle, avec le procès par jury remplaçant le jugement par l'ordalie. Les droits des femmes variaient considérablement selon le statut matrimonial et la région, certaines femmes possédant des biens et exerçant un pouvoir économique considérable. La vie quotidienne combinait des réalités difficiles avec des moments de beauté, des manuscrits enluminés au spectacle de tournois, des célébrations de festivals aux performances musicales. L'héritage médiéval reste visible dans toute la vie moderne.
Les universités, le cadre institutionnel de l'enseignement supérieur, ont émergé au cours des siècles médiévaux. Les horloges mécaniques ont fondamentalement changé la façon dont les humains vivent le temps. Les lunettes ont prolongé les vies productives. L'imprimerie a révolutionné la transmission des connaissances. Les systèmes juridiques de nombreuses nations font remonter leurs procédures de procès par jury aux réformes médiévales anglaises. Les innovations économiques, comme les lettres de change et la monnaie de banque, ont jeté les bases des systèmes financiers modernes. L'arc brisé de l'architecture gothique a influencé la conception des bâtiments pendant des siècles. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous voyons des parallèles frappants entre les expériences médiévales et les nôtres. La pandémie de la peste noire fait écho aux expériences pandémiques récentes, alors que les sociétés étaient aux prises avec la maladie, la mortalité, les perturbations économiques et le changement social. Les transformations économiques médiévales après la catastrophe sont parallèles au schéma que nous observons aujourd'hui, avec des pénuries de main-d'œuvre entraînant des augmentations de salaires et une plus grande autonomie des travailleurs. Les questions de justice, d'équité et de hiérarchie sociale qui consumaient les penseurs médiévaux restent des préoccupations pressantes. La capacité humaine de résilience, de créativité et d'adaptation dont les gens du Moyen Âge ont fait preuve continue d'inspirer. Remettre en question les idées fausses sur la période médiévale est important au-delà de la simple exactitude académique. Lorsque nous rejetons des siècles entiers comme étant uniformément sombres et arriérés, nous perdons l'accès aux leçons que ces sociétés offrent. Nous perpétuons des récits créés par les générations suivantes pour se faire paraître plus éclairés par contraste. L'histoire basée sur des preuves révèle que la société médiévale mérite une compréhension nuancée. La période contenait à la fois de véritables réalisations et de réelles injustices, des moments de génie et des exemples de brutalité, des développements progressistes et une rigidité conservatrice. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers le Moyen Âge authentique. J'espère que ces faits surprenants ont remis en question vos suppositions sur la vie médiévale et ont éveillé votre curiosité pour cette période fascinante. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas si différents de nous. Ils ont fait face à des défis, créé des solutions, aimé leurs enfants, apprécié les divertissements, se sont inquiétés de l'avenir et ont laissé des héritages qui ont façonné le monde que nous habitons. Les comprendre plus précisément nous aide à nous comprendre nous-mêmes avec une plus grande clarté. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire médiévale, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne qui pourrait être intéressée à découvrir la véritable histoire du Moyen Âge plutôt que les mythes qu'on nous a enseignés à l'école. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur des périodes et des sujets historiques qui vont au-delà des récits conventionnels. Laissez un commentaire pour me dire quel fait vous a le plus surpris. J'adorerais savoir quelles révélations ont bousculé vos connaissances antérieures. D'ici la prochaine fois, continuez à remettre en question ce que vous pensez savoir de l'histoire.